Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, bien sûr, la France qui a rendu hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire victime d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine. Vous verrez, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes un peu partout en France. Du nouveau sur le plan sanitaire, des tests plus rapides arrivent sur le territoire. Nous irons donc en Occitanie où ils sont expérimentés. Marche-t-il? C'est ce que nous verrons dans un instant. Voilà, nous commençons ce journal, comme je vous le disais dans les titres, par le choc provoqué par la mort de Samuel Paty, ce prof d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine qui a été victime d'un ignoble attentat de retour de son collège où il exerçait son métier. Un hommage national lui a été rendu par le président de la République à la Sorbonne. La France entière s'est mobilisée dans la rue, comme vous le voyez sur ces images tournées par nos confrères des télévisions locales un peu partout, à Conflans, à Paris bien sûr, à Épinal, au Mans, à Abbeville dans la Loire, une mobilisation générale contre ce crime odieux. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par nos confrères de TV Bocal, la chaîne des quartiers parisiens. Regardez. Je trouve ça horrible. Je sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas de mots pour dire ça, c'est monstrueux. J'ai pas de mots pour ce qui s'est passé. Depuis que ça s'est passé, je retrouve des proches, mais je peux pas m'exprimer. Ouais, je suis prof, dans un centre de formation d'apprentis. Je parlais des caricatures pratiquement le même jour que Samuel. Et les mômes, j'ai des musulmans, j'ai des chrétiens, des athées, tout ça, ça passe. Et depuis le temps, aucun ministre ne fait quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on met la poussière sous le tapis et on attend qu'un prof soit tué ou qu'une directrice d'école se suicide. C'est l'universalisme qui permettra de régler le problème. C'est avec l'amour qu'on règle tous les problèmes. C'est pas avec la haine. Les islamistes, les extrémistes, c'est ce qu'ils cherchent, qu'ils soient de tous bords. Donc là, il faut rester quand même bien centré. Voilà, je vous le disais dans les titres il y a un instant, sur le plan de la lutte contre la pandémie, les agences régionales de santé mènent une nouvelle expérimentation en région, et notamment en Occitanie, vous allez le voir, où 400 000 tests antigéniques ont été pratiqués. Si la méthode est la même que les tests PCR, que vous connaissez à présent, ceux qui font un petit peu mal au nez, eh bien, les résultats sont beaucoup plus rapides avec ces nouveaux tests. Ils s'affichent en seulement 15 minutes. Voici un premier bilan dans l'Hérault avec ce reportage réalisé par les équipes de Via Occitanie sur place. Une nouvelle forme de test Covid expérimentée en Occitanie. 400 000 tests antigéniques sont déployés à travers la région. Il s'agit d'un prélèvement nasopharyngé dont les résultats se dévoilent au bout de 15 minutes, comme un test de grossesse. Le principe, réaliser des tests massifs auprès de personnes qui n'ont pas encore déclaré de symptômes. Le test est pour l'instant effectué dans les universités, les hôpitaux, comme ici dans cette maison de retraite qui a répondu à l'appel à candidature lancé par l'Agence régionale de santé. C'est un premier test qui nous permet de faire déjà un premier tri sur les suspicions, voilà, qui nous permet, nous, de savoir très rapidement si on doit évincer un salarié qui est potentiellement contaminé, si on doit mettre en isolement un résident, voilà, au lieu d'attendre comme avant à peu près 24 heures, voire des fois 48 heures. Voilà, avant d'avoir un résultat. En cas de positivité, on préfère faire un deuxième PCR en laboratoire pour vraiment confirmer s'il y a positivité ou pas. Voilà, certains d'entre vous sont peut-être en vacances de Toussaint. En tout cas, certains d'entre vous ont pris le chemin du littoral des Hauts-de-France. L'occasion de prendre un grand bol d'air, de se changer les idées. Avec le port du masque, c'est difficile d'oublier totalement la crise sanitaire. Au Touquet, vous allez le voir, une interdiction de rassemblement nocturne a été instaurée. Une façon de ne pas réitérer les erreurs de cet été avec des clusters d'étudiants. Justement, quelle est l'ambiance dans la station dite des 4 saisons? Eh bien, c'est Caroline Fichten de Wéo, la chaîne de la Voix du Nord, qui s'y est rendue. Regardez. De la lumière, un peu de ciel bleu et 13 degrés sur le marché du Touquet. Malgré le masque, il souffle un petit air de vacances dans la station des 4 saisons. Les allées sont parfois un peu clairsemées, mais la plupart des commerçants sont confiants pour l'affluence à venir. Là, on a un petit peu plus de monde, hein. On sent bien que les clients quittent les grandes villes, les grandes agglomérations pour profiter d'une semaine ici au Touquet. Il fait beau, puis les gens ils sont contents d'être... il y a de la place pour tout le monde, il y a le plein air, tout ça, il y a de la place. Ils n'ont pas peur comme dans les villes entassées, tout ça, là, ici non. Regardez, il y a du monde, les gens ils se promènent. Dans la rue Saint-Jean toute proche, les restaurants ne font pas le plein, loin de là. Ils comptent sur une météo clémente qui incitera les gens à sortir. La première semaine est toujours plus ou moins calme, mais là c'est un peu
un peu moins que d'habitude. On reste confiant, on reste quand même... on marche aussi avec le soleil. Là, on a annoncé une belle semaine ensoleillée, donc je pense que les gens vont se déplacer un peu. Les gens se déplaceront sûrement, ne serait-ce que pour aller à la plage, comme Jules et Clémence, tout juste arrivés de région parisienne pour les vacances et qui profitent d'un bon bol d'air. On a pêché des crevettes. Il y a pas de sable en dessous. Et on va les manger. Vous en avez eu beaucoup, hein? Tu vas les manger? Oui. Un sourire, une famille, des crevettes à midi, la vie est riche de plaisirs simples. Dans ce journal, nous prenons maintenant le chemin des Vosges, d'Épinal plus précisément. Vous le savez, la filière textile française a subi les remous de la crise sanitaire, notamment sur la gestion de la commande publique concernant les masques. Et malgré tout, certaines entreprises ont besoin d'embaucher pour répondre à la demande, mais peinent à le faire faute de personnel qualifié. Des visites à destination de demandeurs d'emploi sont ainsi organisées, comme l'illustre ce reportage que vous allez voir, des équipes de Via Vosges au cœur d'un atelier à Épinal. Regardez. Des petites souris cartoonesques parfaitement reconnaissables sur des masques qui vont être utilisés dans un parc d'attractions bien connu. Nous sommes chez ATB à Épinal, une jeune PME dont la moitié de l'activité réside dans la confection et la vente sur commande de masques personnalisables. L'entreprise emploie 17 salariés à ce jour et va se développer et donc embaucher ou former de futurs collaborateurs, ce qui n'est pas simple par les temps qui courent. La confection, il y a plus beaucoup d'entreprises dans les Vosges qui en font. Tout a été délocalisé il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc mine de rien, 20 ans sans exercer ce métier. C'est toujours par vague et c'est jamais régulier. Aujourd'hui, c'est vrai que là, on constate une recrudescence des besoins d'opérateurs en confection qu'on n'avait pas il y a encore un an et demi. On est aux alentours d'une trentaine d'opérateurs confection sur le département à ce jour minima. Mettre en adéquation l'offre et la demande, c'est tout l'objet des 5 visites organisées tout au long de la semaine par Vosges Terre Textile à destination de demandeurs d'emploi intéressés par ce secteur d'activité, comme Hélène qui aspire à devenir confectionneuse. J'ai découvert la couture il n'y a pas longtemps, donc grâce aux ateliers d'insertion du Secours catholique. Et en fait, ça est venu comme une passion en fait. Donc j'ai tout de suite adoré, j'aime bien, je suis patiente, j'aime bien. C'est juste une question de passion en fait. Et je voudrais continuer dans le métier là parce que mon métier à la base c'était le ménage. Un profil qui pourrait intéresser ce jeune chef d'entreprise dans un secteur dont le maître mot est désormais adaptation. Ici, on fabriquait exclusivement des tabliers il y a encore 2 ans. Les masques, 10 000 par semaine, occupent désormais la moitié de la production. Pour des clients tous issus du secteur privé, la commande publique ayant ici comme ailleurs lâché en race campagne les entreprises textiles françaises. La manière dont ça a été géré a été un peu scandaleuse pour nous parce qu'au début, on nous a demandé qu'il faut fabriquer des masques, on mettait tout le monde au travail, il faut investir, il faut acheter des machines. On nous a dit mais surtout ne vendez pas aux entreprises, gardez les masques pour nous, pour l'État, on va vous passer des commandes. Et en fait, en parallèle, il s'avère qu'ils cherchaient des alternatives ailleurs. Ils ont passé des commandes un peu partout en Asie, notamment beaucoup au Vietnam. Sachant que la parenthèse masque se refermera forcément un jour pour la branche textile, qui a bien d'autres défis à relever, comme ceux du renouvellement des générations et surtout de la relocalisation. Cette jeune entreprise pinalienne entend ainsi contribuer à rapatrier en France la production des tabliers de travail. Place maintenant dans ce journal à notre rubrique Éco-région. Nous allons cette semaine mettre à l'honneur une entreprise française qui a réussi à lever pas moins de 90 millions de dollars pour accélérer son développement à l'international depuis le nord de la France. Bonjour Michel Picot, Exotech, c'est le nom de cette entreprise. Qui est-elle ? Comment ont-ils réussi cet exploit ? Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Oui, Exotech est basée à Croix, dans le nord de la France. L'entreprise fabrique des robots qui préparent les commandes dans les grands entrepôts des gros sites e-marchands Internet. Ils ont créé leur entreprise en 2015. À l'époque, leur robot n'avait d'ailleurs pas totalement prouvé ses capacités. Mais un géant de la vente en ligne basé à Bordeaux a fait confiance à ces jeunes ingénieurs. Le groupe passe alors commande et puis tout s'emballe. Les robots sont réellement exceptionnels et les commandes arrivent d'un peu partout dans le monde. Il faut donc produire plus. Les créateurs de l'entreprise font alors le choix audacieux de rester à Croix, dans le nord de la France, pour y créer leur propre usine. Le développement international est basé sur la production sur place. Ce qu'ils développent à l'international est ou sera produit à l'international, car le coût de transport de ces robots est très lourd. En revanche, l'usine de Croix qui existe et qui est une usine ultra moderne, une usine 4.0, elle permet de réduire les coûts de production et de servir
tout le monde aujourd'hui et à terme uniquement le marché européen depuis le nord de la France. Un petit mot côté emploi, ils sont passés de 5 salariés en 2015 à 100 en 2019 et ils prévoient d'embaucher aujourd'hui 250 personnes dans les mois qui viennent grâce à cette levée de fonds exceptionnelle de 90 millions de dollars. Ils veulent partir à la conquête du monde et ironie de l'histoire, au pays où les robots sont rois, le Japon, eh bien, ce sont les robots français d'Exotech qui équipent les entrepôts du plus grand distributeur de vêtements là-bas. Que retenir de cette histoire? Que c'est un site internet français qui a fait confiance à une pépite du Nord qui lui a permis de devenir une grande entreprise ambitieuse. Ensemble, on est et on sera effectivement plus fort dans nos territoires. Effectivement, très intéressant. Merci Michel Picot et à très vite. Tous en selle maintenant, nous partons à Nantes, métropole nantaise où le vélo a supplanté la voiture dans la ville. Pas n'importe quelle bicyclette, d'ailleurs, c'est un véritable phénomène auquel nous nous sommes intéressés, vous allez le voir, le vélo cargo, qui vous permet d'amener vos enfants à l'école ou de faire vos courses. Vous allez le voir dans ce reportage de TV Nantes, les fabricants sont tout simplement débordés, regardez. Il s'apprête à vivre une fin d'année record. Emeric et son entreprise viennent de remporter le marché des triporteurs en libre-service parisien. 120 unités à livrer avant la fin d'année et un carnet de commandes qui se remplit en parallèle. Le marché pour les collectivités et les entreprises a littéralement explosé ces derniers mois. On a de plus en plus de commandes de collectivités qui s'équipent pour leurs agents, que ce soit de la propreté urbaine, des espaces verts, de la logistique, etc. La difficulté est désormais de trouver certains composants. Une pénurie a pointé son nez à la sortie du confinement. Côté main-d'œuvre, après 8 premières années difficiles avec un marché qui ne décollait pas, l'heure est désormais aux embauches pour renforcer l'équipe de 4 salariés. On a actuellement 2 nouveaux intérimaires qui sont là depuis quelques semaines, qui étaient avant dans l'aéronautique. Donc c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. On avait beaucoup de mal à recruter en fait des talents jusqu'à présent. Effectivement, avec les difficultés que rencontre l'aéronautique actuellement, eh bien, nous avons la chance de pouvoir trouver des talents donc disponibles immédiatement pour venir renforcer nos équipes. La marque, d'origine danoise, conçoit aussi des triporteurs pour les familles. La majorité des pièces sont fabriquées dans la région. Le produit haut de gamme reste cher, plus de 2 500 €. Si la demande des particuliers est aussi en hausse, beaucoup se tournent vers des commandes sur Internet avec des modèles venus d'Asie, presque 2 fois moins chers. Pour autant, c'est une belle croissance qui attend l'entreprise. Elle prépare même l'extension de ses locaux à Couéron. Voilà, elle s'appelle Lamy et c'est une application qui protège les piétons. Elle est testée actuellement dans les Yvelines, vous allez le voir. Développée par la RATP et une start-up, l'application a pour but de prévenir les piétons trop distraits par leur smartphone et qui s'apprêtent à traverser la rue. On en a tous croisé, bien sûr. Vous vous êtes peut-être reconnus d'ailleurs dans ce portrait. Plus de détails avec nos confrères de TV78 dans les Yvelines. EMI, un dispositif pour protéger les piétons. Pour l'heure sous forme d'application, il permet d'alerter les utilisateurs qui s'apprêtent à traverser au feu rouge. Une solution qui s'adresse surtout aux smombies. Les smombies, c'est un nouveau mot, c'est la contraction de smartphone et zombie. Pourquoi smombies? Parce qu'on sent les zombies quand on est sur notre téléphone dans la rue. On l'est tous à un moment parce qu'on est en train de rechercher notre itinéraire, parce qu'on regarde nos mails et qu'on est pressé. Et à un moment, on est tellement absorbé par son téléphone qu'on ne fait plus attention aux dangers qui nous entourent, notamment quand il traverse. Une application qui utilise la technologie des ultrasons. Le programme envoie une alerte sur le téléphone en cas d'inattention ou de danger. Quand vous avez téléchargé l'application et que vous activez la fonctionnalité AMI, en fait, si vous vous apprêtez à traverser la route alors que le feu est rouge, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone. Alors l'alerte, elle est de plusieurs types. Ça peut être une alerte sonore. Ici, on a choisi le bruit d'un klaxon de voiture. C'est assez surprenant quand vous êtes sur votre téléphone. Une vibration et un message visuel. Attention, le feu est rouge. Dans les Yvelines, le dispositif a déjà été implanté à Vélizy, Villacoublay, Saint-Rémy-les-Chevreuses et Mantes-la-Jolie. Ici, à 50 ans en Yvelines, 2 traversées piétonnes ont été équipées au croisement de l'avenue du Centre et de l'avenue Gustave Eiffel. Un emplacement stratégique. Il y a un point de passage qui mène du centre commercial à la gare, aux nombreuses entreprises du secteur, du quartier et également de l'université de Versailles-Saint-Quentin qui est derrière, juste à côté. Donc à toute heure du jour, principalement, il y a un flux de passage en continu. Pour l'heure encore en expérimentation, la fonctionnalité pourrait par la suite se retrouver dans des applications telles que celle de la RATP, WhatsApp, Deezer ou encore Spotify. Voilà, prenons le large, prenons la mer maintenant dans ce grand JT des territoires pour aller rencontrer François Gabard, le célèbre skipper qui a ouvert à Concarneau, en Bretagne, son entreprise.
1 an après la pose de sa première pierre, le bâtiment fourmille d'une 50aine de salariés, vous allez le voir, affairés à la construction du dernier né du Petit Prince des Mers. Visite guidée par nos confrères de TBO, la chaîne du Télégramme en Bretagne. Donc on avance le cockpit juste derrière le mât. Nom de code M101, maxi trimaran de 32 mètres par 23, futur pensionnaire de la classe ultime donc, conçu et fabriqué en partie par François Gabard et son équipe à Concarneau. Le nouvel oiseau des mers innove, notamment au niveau de la cellule de vie. On l'a mis au milieu, alors un peu derrière le mât, donc pas aussi avancé que sur ce débo, néanmoins plus avancé que ce qu'on avait sur l'ancien bateau. Et par contre, surtout cette zone de vie, elle est vraiment intégrée complètement dans la coque centrale, dans l'objectif d'avoir une pénétration dans l'air la meilleure possible. Le bateau vole aujourd'hui, donc l'aéro est fondamental. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer un maximum de personnes, d'être le plus protégé possible et d'être dans des conditions de navigation à des vitesses élevées, le plus confortable et sécurisé. Impossible d'en savoir davantage pour l'heure sur les impendices, sujet de performance fondamentale de ces bateaux. La mise à l'eau, elle, est programmée pour juin 2021, avec un premier gros défi en vue. On a 2 mois d'essai en mer et la recette définitive, la finalisation de la construction du bateau, quelque part, est au bout des 2 mois, donc fin août 2021. Ensuite, on se prépare, nous, à faire un tour du monde, en équipage, pas en solitaire. Ça, c'est absolument impossible à faire quelques mois après la mise à l'eau d'un bateau comme ça. Néanmoins, c'est dans cette démarche-là qu'on est. D'ici là, le prodige de Tréguin devrait annoncer son nouveau partenaire. Il s'est dit très confiant à ce sujet. Celui-ci devrait le voir s'élancer en solitaire cette fois pour la prochaine route du Rhum sur un M101 rebaptisé. Le prétexte de naviguer et de faire voler des gens. Voilà, et puis dans l'actualité, des cris de terreur à Mézières-les-Messes, du mercredi au dimanche et ce jusqu'au 1er novembre, où Alligator, c'est un parc d'attractions, célèbre Halloween. Pour faire trembler de peur le public, les 42 hectares du parc ont été métamorphosés. Entre créatures terrifiantes, attractions ensorcelées et manoirs hantés, les frissons sont garantis. La preuve avec ce reportage de Fanny Bragard pour Moselle TV sur place. Regardez. Depuis 20 ans, pour Halloween, le parc Walligator joue à faire peur. Décorations effrayantes, animations flippantes et attractions terrifiantes y attendent les visiteurs. Une potion gagnante, puisque d'ordinaire, le mois d'octobre représente 15% de la fréquentation annuelle du parc. Dans cette période morose, si on peut, dans un espace non confiné, avec un protocole sanitaire important, donner envie aux gens de se divertir, de changer les idées, eh ben, on en profite et on a 150 salariés qui sont là et qui mettent entre guillemets le paquet et les citrouilles pour faire en sorte que les gens passent une journée inoubliable. 20 tonnes de citrouilles, des kilomètres de toiles d'araignée et des créatures d'outre-tombe donnent une coloration inquiétante au parc. C'est vraiment un beau parc déjà en temps normal et là je sais que tous les ans ils font un travail extraordinaire, alors j'ai décidé de moi-même me déplacer et je confirme que c'est un travail vraiment splendide. Pour faire frissonner de peur et de plaisir ses visiteurs, l'équipe du parc a prévu des animations spectaculaires comme ce numéro d'évasion où Divina n'a qu'1 minute pour s'échapper avant qu'une mâchoire en acier ne se referme sur elle. Elle a risqué sa vie aujourd'hui, elle vous a fait frissonner, je vous demande de l'applaudir très très fort, faites du bruit pour Divina. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'on a des artistes en déambulation qui vont aller au contact bien sûr du visiteur en créant de l'émotion, du rire, de la peur avec différents personnages. Et après on a des animations très très courtes, c'est-à-dire que ça dure moins de 5 minutes. L'idée est de faire vivre le parc Walligator dans toute sa splendeur et surtout dans toute sa grandeur. On veut qu'il y ait des spectacles et des animations partout et que les gens puissent s'amuser absolument partout dans le parc. Sensation garantie pour les visiteurs plongés dans l'ambiance d'Halloween. Aux 4 coins du parc, les hurlements résonnent. Il y a des clowns qui nous courent après, avec des tronçonneuses. C'est vraiment super. Et le décor, il est super bien. Oui. Il est bien en thème d'Halloween. Oui, et les manèges sont toujours aussi bien et sensationnels. Pour ceux qui n'aiment pas se faire peur, l'équipe a prévu des badges anti-monstres qui tiendront à distance tous ces êtres horrifiques. Les visiteurs les plus téméraires ne seront pas épargnés. S'ils ont le courage de pénétrer dans l'asile, ils risquent de ne pas en sortir indemnes. Pour prolonger le plaisir, 2 soirées mortelles sont prévues les 24 et 31 octobre. Direction la Sarthe à présent, à l'école des apprentis sorciers, vous allez le voir. Le magasin Sweets dédié à l'univers de la saga Harry Potter a ouvert ses portes.
Un concept qui ne propose que des produits sur l'apprenti sorcier Harry Potter. Un phénomène de mode qui entre aussi dans l'école, vous allez le voir. Une enseignante du Sud-Sarthe d'ailleurs a transformé sa classe en Poudlard. Et tout au long de l'année, les élèves de grande section et de CP apprennent en compagnie du sorcier lui-même. Embarquement immédiat avec les équipes de LMTV Sarthe sur place. À Courdemanche, la professeure des écoles est aussi magicienne. Ici, Harry Potter donne des cours de mathématiques. C'est fastoche. Et en sport, on joue au Quidditch. C'est vraiment les premiers livres qui m'ont fait aimer la lecture. Et du coup, l'univers fantastique et magique, voilà, ça me plaît vraiment. Et j'essaye de transporter les enfants dans cet univers pour rendre les apprentissages un petit peu plus drôles et plus fun pour eux. J'avais une inspectrice, quand j'ai commencé, qui disait toujours pour les enfants, pour qu'ils apprennent, il faut que ce soit grand, beau et joyeux. Et je pense que là, j'y suis, enfin j'espère en tout cas. Un concept pédagogique qui a demandé à l'enseignante plusieurs mois de travail. Et le petit sorcier n'est pas là que pour faire découvrir la lecture aux écoliers. L'apprentissage passe beaucoup mieux par le jeu. Et donc, ils apprennent beaucoup mieux sans s'en rendre compte, en fait. Là, les mathématiques avec Harry Potter, par exemple, ils ont travaillé l'espace, donc le repérage spatial au-dessus, en dessous, sans s'en rendre compte. Avant chaque vacances scolaires, comme dans la saga, un banquet est organisé pour connaître le vainqueur de la Coupe des 4 maisons. Celui qui aura le plus de points, à la fin, il va avoir un grand cadeau et puis les autres, ils vont avoir un petit cadeau. Donc à chaque semaine, ils mettent des billes dans leur petit vase pour que ce soit aussi visuel pour eux, parce qu'on on arrive dans les 275. C'est un petit peu abstrait pour eux encore. Et donc, ils auront un cadeau à gagner avant chaque vacances. Les premiers auront un très gros cadeau et il deviendra un petit peu moins gros au fur et à mesure qu'on descend. Mais ils ont quand même tous quelque chose. Alors, qui de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle remportera la coupe pour ce début d'année? Réponse ce vendredi à l'école Poudlard de Courdemanche. Voilà, pour aérer ce journal, nous partons à la découverte de notre patrimoine. Maintenant, direction la Corse. Bâti sur un piton rocheux, voici le village de Speluncato. 2 églises paroissiales rythment la vie quotidienne de ce village. De nombreux monuments chargés d'histoire sont à découvrir en ce moment grâce aux actions menées par l'Office du tourisme de l'île Rousse-Balagne. Voici un avant-goût par les équipes de Via Télé Paese. Regardez. C'est un village qui a une forte histoire et j'ai beaucoup apprécié cet échange avec les confrères. Effectivement, je crois qu'ils essayent de perpétuer une histoire et quelque chose qui est bien ancré ici. Ça m'a beaucoup rapproché de leurs idées en tout cas. Moi, j'en ai surtout pris plein la vue pour le coup. Que vous inspire le village de Speluncato? Ça a l'air très axé sur la religion, donc il y a beaucoup de bâtisses. C'est vraiment très intéressant, je ne m'attendais pas à voir autant de culture et de monuments, quoi. Speluncato est un très beau village connu en Balagne, pour sa richesse patrimoniale, sa richesse aussi au niveau du patrimoine religieux, mais c'est surtout que c'est un village construit, je dirais, sur 2 pièves, voilà, avec 2 paroisses, donc la piève de Sant'Andria et de Tours, avec aussi une partie village dans la vallée. C'est une visite d'exception qui a été mise en place par l'Office. Il y a une volonté de mettre en valeur ce patrimoine rural, mais c'est surtout pour contrecarrer aussi cette image de tourisme de masse que l'on peut avoir. C'est de créer quelque chose, si vous voulez, en lien social. Voilà, c'est un tourisme culturel que l'on développe dans le rural. C'est important pour nous de participer à cette visite parce que justement on est là pour transmettre. La confrérie, c'est la gardienne du patrimoine, donc c'est bien beau de garder le patrimoine, mais c'est justement pour le transmettre et aussi s'ouvrir sur l'extérieur. Nous, on raconte ce qu'on est, notre histoire, ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on apporte au village. Santé, santé. Voilà, et puis signalons dans les médias des territoires cette semaine l'initiative de nos confrères de Nice Matin. Comment ces maires, propulsés au cœur du drame, ont-ils géré l'urgence? Quels sont leurs doutes et leurs espoirs au lendemain du passage de la tempête Alex qui a fait de nombreuses victimes et de très gros dégâts? Et quels enseignements, selon eux, doit-on tirer de cette catastrophe? Eh bien, Nice Matin a décidé de produire ce reportage, ce documentaire et de partir à la rencontre de ces élus du haut pays pour recueillir les témoignages de 5 d'entre eux. Leur récit est à retrouver dans ce documentaire donc produit par les équipes de Nice Matin. Alex, les maires face à la tempête,
que vous pouvez donc retrouver sur le site internet de Nice Matin. Putain de merde! C'est même pas une crue centenaire à laquelle nous avons assisté. C'est pire que ça. La peur, concrètement. Je me suis rendu compte que quand le jour allait se lever, on allait voir vraiment un paysage d'apocalypse. Voilà, fin du Grand JT des territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Et rendez-vous bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous.